Bon, il est 1h02. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir rejoint le webinaire d'aujourd'hui « Contrer la menace du rançongiciel ». Avant de donner la parole au présentateur d'aujourd'hui, j'ai quelques détails à vous transmettre. D'abord, ce webinaire sera enregistré et partagé après la présentation. Nous avons fermé le micro de tous les participants, mais nous aimerions beaucoup avoir vos commentaires au cours du webinaire. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le clavardage qui est situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Si jamais nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous nous assurerons de faire un suivi par courriel. Sans plus attendre, je vous présente Olivier Marcil, conseiller principal chez RICO. Olivier, la parole est à toi. Merci, Benoît. Alors, merci d'avoir rejoint aujourd'hui notre session sur les ransomware ou rançongiciel. Je m'excuse, je vais utiliser peut-être un peu d'anglicisme puisque je n'ai pas tout le vocabulaire de rançongiciel ici. Là. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi vous présenter là, un nouvel outil qui va vraiment là, transformer le combat là, contre les menaces de rançongiciel. Alors, laissez-moi prendre le contrôle de mon slide, excusez-moi. Voilà. Alors, tout simplement, l'équipe aujourd'hui qui fera la présentation, je m'appelle Olivier Marcil et évidemment, je suis conseiller là, aux ventes des solutions IT chez RICO Canada. Et j'ai aussi mon ami Tom. Je ne sais pas si Tom est sur mute. Tom, veux-tu te présenter? Ou je vous présente tout simplement Tom Lowers, qui est spécialiste là, pour les ventes techniques chez Bullwall et qui va nous faire une démonstration. Alors, je vais sauter tout de suite à l'heure du jour. Ça sera très simple. Là. On va faire en premier un survol de la situation actuelle là, de la cybersécurité au Canada. Et ensuite, on passera à la menace spécifique là, des ransomware. Ensuite, Scott va vous faire une démonstration là, de l'outil RansomCare, qui est dans le fond la dernière ligne de défense, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ensuite de ça, une session là, de questions et réponses que vous pouvez, d'ailleurs, vous pouvez utiliser le chat là, pour rentrer vos questions. Et puis, ils nous seront transmis et on essaiera de répondre du mieux qu'on peut ou sinon, pour revenir plus tard avec des réponses. Alors, sans attendre, je vais commencer. Et puis, c'est drôle, lorsqu'on faisait, on bâtissait la présentation, je me rappelais que le premier événement là, de cybersécurité le plus important que je me souvienne, c'était en 1999 et puis c'était un virus nommé Melissa. Alors, peut-être que certains d'entre vous se rappelleront de cela. Évidemment, depuis ce temps-là, ça a beaucoup changé, beaucoup d'événements qui se sont produits. Puis maintenant, comme vous pouvez le voir là, à l'écran, le Canada se retrouve au deuxième rang pour les données volées qui sont disponibles sur le Dark Web. L'année dernière, là, seulement, là, il y avait 15 cyberattaques par jour. Il ne faut pas oublier que c'est juste ceux qui ont été évidemment signalés. Et dans ceux qui ont été attaqués, 65% de ces organisations-là, ils n'ont pas la bonne approche là, suite pour faire la remédiation dans le futur là, de remédier aux attaques futures. Alors, ce qu'on pense, c'est que ça vaut autour de 5 milliards de dollars là, juste en 2021, les dépenses qui ont été faites là, dans la gestion de la sécurité. Alors, on s'est dit, faisons l'exercice de penser comme un cybercriminel. Évidemment, ils sont de plus en plus sophistiqués dans la façon dont ils accèdent à votre réseau. En passant, je peux vous dire, là, c'est très lucratif comme style de vie, là, les cybercriminels. Ils savent que certaines organisations là, sont susceptibles de payer les frais de rançon parce qu'elles ne veulent pas que leur réputation soit entachée ou qu'elles fassent évidemment les journaux. Les organisations du secteur public aussi ils partagent dans le fond des grands réseaux. Ils offrent plein de portes d'entrée qui permettent dans le fond aux criminels d'accéder aux écoles ou toute autre entité gouvernementale. Les criminels savent quelle organisation dépend aussi des revenus de facturation orale. On parle un peu plus comme par exemple d'un cabinet d'avocats. Alors les criminels pensent que les cabinets d'avocats vont payer la rançon parce qu'ils ne veulent pas
Ils veulent continuer à facturer les clients, puis ils veulent continuer à fonctionner normalement. Donc, ils ne veulent pas de downtime. Certains secteurs ont des employés qui n'ont peut-être pas la meilleure sensibilisation, le meilleur training ou contre la cybersécurité, de cybersécurité, je devrais dire. Donc, ils deviennent un peu là, des cibles faciles là, à exploiter pour les criminels. La plupart du temps, à travers une attaque de phishing, là, par exemple. Ben, évidemment, je ne vais pas faire le tour de tous les exemples qui sont là, mais il est clair qu'on comprend pourquoi les cybercriminels là, tirent un très bon profit des attaques. Et tant que les cybercriminels vont continuer un peu là, de récolter les fruits, ben, c'est sûr que les attaques vont continuer d'augmenter en 2022. Ben, c'est sûr qu'à la suite de plusieurs attaques potentielles, évidemment, qui ont voulu perturber, comme vous le savez peut-être, les 2 dernières élections américaines et canadiennes, ben, le Canada, évidemment, a décidé qu'il était temps d'agir puis d'investir dans une protection là, contre les menaces qui pourraient provenir de n'importe où au niveau cybersécurité. Ça pourrait venir d'un troll non organisé dans le sous-sol chez sa mère ou une société louche un peu clandestine. Et puis, évidemment, comme vous le savez, spécialement en ce moment-ci, des gouvernements étrangers. Lorsqu'on a écrit cette slide-là, on n'était pas, on était peut-être moins à l'affût, là. Mais maintenant, c'est clair que peut-être même des attaques concertées de gouvernements étrangers. Alors, tout le monde est à risque, même les secteurs publics aussi. Là, on a vu récemment là, plusieurs attaques qui ont visé à perturber là, différents niveaux de nos gouvernements, puis pour différents motifs aussi. Là. Le secteur public, là, il couvre un large éventail d'organismes. Soins de santé, gouvernement municipal, des décideurs politiques, les écoles, etc. Le secteur public offre aux criminels là, de rançongiciels là, variété d'opportunités. Non seulement pour perturber puis extorquer, mais aussi là, pour chiffrer puis encrypter les données. La pandémie de COVID-19, en plus de ça, a multiplié par 5 les risques d'attaque parce que là, maintenant, voilà, tout le monde travaille de chez soi. Les écoliers étaient aussi à la maison. On est peut-être moins à l'affût des attaques là, qui pourraient arriver à travers un courriel, par exemple. Alors, les organisations du secteur public sont exposées là, à l'utilisation aussi des attaques plus sophistiquées qui incluent, notez-le, Ransomware as a Service. La traduction serait achetez-vous un service de rançongiciel. C'est comme des kits qui facilitent là, évidemment grandement la création de campagnes de rançongiciel. Là. Alors, n'importe qui, dans le fond, qui veut participer là, à ces méfaits là, peuvent acheter sur le dark web pour un simple abonnement mensuel, un genre de prix mensuel là, pour faire des attaques, puis de récolter une part de la rançon, heureusement. Alors, ce que vous voyez ici là, montre quelques extraits de nouvelles là, de certaines malheureuses victimes d'attaques de ransomware que vous remarquez là. Mais ils ont quelque chose de, comment je pourrais dire, ils ont tout un point en commun. Premièrement, ils ont tous fait des journaux, comme on peut le voir. Puis deuxièmement, ils vont dépenser le budget ils ont dépensé un budget de sécurité informatique là, sur des solutions de sécurité. Comme vous pouvez voir là en bas dans le petit carreau là, qui sert un peu là, de mur préventif, la protection périmétrique, des pare-feux, des next-gen antivirus pour la protection des endpoints, des tests de pénétration des défenses. Il y a même des gens qui vont aller aussi dans la formation là, des utilisateurs finaux, ce qui est une très bonne approche. Mais tout ça a été mis en place là, pour empêcher les ransomware d'accéder au réseau d'une organisation. Mais même avec ça en place, là, les organisations de toute taille, dans n'importe quel domaine qu'on parle, on parle du secteur public, mais des autres aussi, sont touchés par des ransomware, puis leurs données critiques sont quand même encryptées. Alors, on se dit, c'est quoi que les organisations, s'il y avait quelque chose qui pourrait les aider à détecter puis arrêter la propagation là, du cryptage lorsqu'il y a une attaque de ransomware. Et c'est un peu ce que nous, on appelle le système de gicleur. Dans le fond, ici, on a un bureau, on va dire, standard. Puis, on se demande, comment on ferait pour protéger et assurer la sécurité des employés là, qui travaillent. Là. En cas d'incendie, premièrement, le bâtiment, on dit qu'il aurait été construit avec des matériaux ignifuges.
Des extincteurs y auraient pu être installés. Il y aurait aussi, évidemment, là, une formation là, pour la sécurité, là, un marshal là, qui dit aux gens de quand quitter l'établissement. Il y aurait évidemment des détecteurs de fumée. Mais enfin et surtout, un système de gicleur automatique serait installé là, pour assurer que s'il y a un incendie qui se déclare, ben, elle reste contenue. Elle assurerait évidemment la sécurité des employés, puis elle minimiserait évidemment les dommages au bâtiment. Un système de gicleur au sens aspect sécurité, c'est comme une dernière ligne de défense. Ça va aider dans le fond lors d'une attaque, puis c'est ce qu'on dit, là, on veut aider les organisations victimes d'une attaque de ransomware. C'est une solution un peu capable de détecter et d'arrêter la propagation du cryptage une fois que toutes les solutions de sécurité préventive qui étaient déjà existantes ont été contournées. Et c'est là qu'on appelle Bullwall Ransom Care. C'est un peu le système de gicleur. Quand tout le reste a échoué, que le ransomware il a réussi à s'infiltrer dans le réseau d'une organisation, la couche Ransom Care est là pour détecter, prévenir puis arrêter le ransomware dans son élan, stopper la propagation du cryptage puis assurer là, la continuité des activités. Bullwall Ransom Care, c'est comme une solution complémentaire. Ça se rajoute aux solutions de sécurité existantes. Comme vous pouvez le voir là, dans le graphique circulaire, là, on montre les différentes solutions de sécurité dans lesquelles les clients de Bullwall ont investi. C'est-à-dire qu'on a déjà en place soit Microsoft Defender, SentinelOne, etc., comme protection. Et bien, les clients reconnaissent que l'avantage supplémentaire et la valeur, dans le fond, qu'un outil comme Ransom Care peut apporter en tant que dernière ligne de défense, dans le fond, dans le milieu, pour protéger les données réelles et pas les endpoints. Dans le fond, ce n'est pas pour protéger l'utilisateur final, mais plutôt le data. On offre une approche multicouche de la sécurité. Et là, je vais vous montrer, on a voulu, excusez, c'est ma diapositive n'est pas en français, c'est que j'ai eu quelques petits problèmes dans mon animation. Vous allez peut-être plus comprendre dans cette animation-là ce qu'on essaie de vous expliquer ici. On dit dans le fond que toutes les organisations, quelle que soit leur taille, sont confrontées au même problème, à savoir le trafic externe qui entre ces réseaux et les différents logiciels et outils de prévention qu'on a parlé dans la dernière diapositive. Là, bon, ben, il faut qu'ils prennent des décisions à savoir, bon, est-ce qu'on autorise le flux ou non, bloquer le mauvais trafic, etc. Alors, vous avez bon, un scanner, votre firewall, votre gateway, et qui sont là comme couche de protection. Et c'est ce qu'on appelle un peu le périmètre de protection là, que vous voyez dans le milieu de l'écran. Et en dessous, vous avez vos différents usagers. Alors, dans le fond, les organisations disposent d'une protection périmétrique pour les aider, comme je vous disais, à scanner les messages et le pare-feu, etc. Mais s'il y a quelque chose qui contournerait la couche de périmètre, ben, dans le fond, les end-users auraient aussi une forme de protection. Un antivirus, par exemple. Là, je vais juste l'activer. Voilà. Alors, chacun leur antivirus, quel que soit le tout. Là. Et il y aurait, bon, comme je dis, les usagers auraient un antivirus, peut-être même du whitelisting, là, des pages web à ne pas consulter, etc. Mais évidemment, toutes ces couches-là ont beaucoup de pièces mobiles. Ils sont pas. Il se peut que vous ayez besoin peut-être d'un correctif qui est manquant sur les endpoints, que l'utilisateur final finisse par cliquer sur un lien dans un email de phishing où il a peut-être exploité là, une vulnérabilité comme le Log4j qu'on a entendu récemment. Alors, les solutions traditionnelles antivirus, etc., ont besoin, comme vous le savez, de signatures et de mise à jour logicielle constante pour assurer qu'elles peuvent protéger contre les dernières formes de logiciels malveillants. Mais ces mises à jour doivent être ensuite déployées sur les différents postes. Ça se peut qu'il y en ait un dans cette gang-là qui n'a pas fait sa mise à jour, puis il devient un peu vulnérable, puis crée comme une porte d'entrée pour les cybercriminels. Nous, c'est ce qu'on appelle un peu le time gap. C'est le temps critique là, entre l'apparition d'un ransomware puis le moment où les fournisseurs là, vont créer, dans le fond, les bonnes patchs là, pour vos différentes lignes de protection. Alors, ça peut prendre quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est une information, évidemment, que vous pouvez voir sur le web, c'est public.
Évidemment, en dehors des ordinateurs de bureau, il y a les ordinateurs portables. Là, on voit ici comme un genre de... Je dis portable, c'est plus comme un téléphone, etc. On a aussi les appareils IoT là, qui deviennent un petit peu plus difficiles à gérer et à suivre parce qu'évidemment, ces appareils, ils ont quand même une connexion Internet. Donc, on a même vu des attaques là, de ransomware qui a été lancées à partir d'appareils comme ceux-là. Puis au-delà de ça, bien évidemment, on a votre stockage de données, que ce soit là, évidemment sur premise là, ou dans le cloud. C'est ce que dans le fond, les cybercriminels, là, ils recherchent. Là. Ils veulent chiffrer vos données critiques. Fait que je fais ici, bon, je vais exécuter ma petite animation ici. Là. Ce que vous voyez, là, dans le fond, c'est votre utilisateur final là, qui demande des fichiers à partir des partages de fichiers là, sur votre serveur pour pouvoir, et votre SAN, évidemment, pour pouvoir faire là, tout son travail quotidien. Autant dans le cloud d'ailleurs aussi. Alors, et c'est là que je voulais vous montrer, on va simuler dans le fond une petite attaque de ransomware. Et là, je vais cliquer et en espérant que cette fois-ci, mon attaque s'en vienne. Parce que ce que vous devriez voir, la voilà! Alors, vous pouvez voir, là, le ransomware arrive en haut de votre écran, il contourne le pare-feu, se dirige vers un usager, il l'infecte, il pourrait désactiver dans le fond l'antivirus, etc. Et là, il se déplace vers votre centre de fichiers et va essayer évidemment là, de chiffrer toutes vos données. Là, on parle d'encryption qui peut aller jusqu'à 10 000 fichiers par minute. Et puis, évidemment, il veut se répliquer sur les autres postes là, et sur les autres données de partage. C'est généralement là, ce qu'on voit là, avec ransomware. Et comment il diffuse son cryptage. En très peu de temps, beaucoup de vos couches de données là, sont cryptées. Les utilisateurs finaux sont plus capables de travailler. Vos partages de fichiers sont aussi cryptés. Puis évidemment, ben là, c'est dans ce moment-là que ça commence à être coûteux, puis vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc, toutes les souches modernes là, de ransomware ayant la capacité là, de crypter les données à un rythme incroyablement rapide, là, comme je disais, entre 8 et 10 000 fichiers par minute. Une fois que le cryptage a commencé, vos solutions de sécurité existantes, là, ils ne peuvent plus rien faire pour empêcher là, la propagation du cryptage. On devra considérer là, ces questions-là là, que vous voyez à l'écran. Une organisation devrait être capable de répondre qu'est-ce qui arrive une fois qu'une violation a eu lieu, puis que tout le chiffrement a été fait, tout l'encryptage a été fait. Là. Alors, donc, c'est quoi les fichiers en cours qui sont chiffrés? C'est qui les utilisateurs? C'est qui, comme on dit, le patient zéro? Et puis, qu'est-ce qu'on devra restaurer? Alors, on voit un peu encore une fois là, la diapo qu'on a vue avant. Là. Mais là, cette fois-ci, on va installer dans le fond la couche supplémentaire de ransomware qui est, comme on le dit, là, cette dernière ligne de défense là, pour protéger là, vos données, votre stockage de données. Et si on réexécute l'attaque, là, je vais m'essayer. Là, on devrait avoir quelque chose de similaire. Alors, on va juste vérifier que l'attaque se passe. Attendez-moi. Bon, on a fait des petits... elle n'a pas encore fait ses dégâts. Je vais la réessayer. Voir si elle va bien s'en venir. Voilà. Il se faisait attendre. Alors, là, évidemment, une fois que ransomware est installé, encore une fois, le ransomware arrive du haut, contourne le pare-feu, on promet, infecte l'utilisateur, mais ransomware réagit et le fait en quelques secondes. Dès que le cryptage a commencé, ransomware, qui est le nom de la solution, c'est à quel appareil qui a lancé le cryptage illégitime, va isoler et supprimer l'utilisateur du réseau jusqu'à ce que l'équipe informatique ait eu la possibilité d'enquêter. Évidemment, l'utilisateur final va avoir un temps d'arrêt. Comme vous pouvez le voir, il n'est plus là. Il va peut-être même avoir besoin d'un nouvel ordinateur portable, là, ou en tout cas, il faudra réimager le poste peut-être même ou installer un backup. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on garde le reste de l'environnement opérationnel. Ça permet aux autres utilisateurs finaux de continuer à accéder à leurs fichiers, puis ils restent comme ça, évidemment, productifs, puis capables de faire leur travail. Évidemment, plus encore, c'est ce qu'on appelle la continuité des affaires, business continuity dans ce cas-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, on en a parlé, la solution de sécurité préventive qu'on a abordée là, pendant la présentation, on les catégorise comme des solutions de première ligne de défense. On cherche à empêcher les menaces de se frayer un chemin sur le réseau.
Elle utilise des technologies, là, comme vous le voyez là, dans le petit nuage noir, l'intelligence artificielle ou des technologies comportementales, dans le fond, des comportements un peu spéciaux que les fichiers vont avoir. Et puis, ils vont bloquer un grand pourcentage des menaces entrantes. Mais c'est quoi qui arrive lorsque quelque chose de malveillant réussit à passer à travers votre réseau? Il a maintenant dépassé la sécurité de votre périmètre et de vos endpoints, dans le fond. Il s'agit d'un ransomware, peut aller chercher à fournir, dans le fond, à chiffrer les données de votre environnement. C'est évidemment à ce moment-là là, que vous avez besoin d'un outil comme ransomware qui complète votre solution existante. Comme vous pouvez le voir ici, ransomware est un peu différent des solutions de sécurité préventive parce que dans le fond, on détecte le comportement des données et pas le ransomware lui-même. On détecte là, un genre de manipulation là, et l'encryptage des fichiers. Qu'est-ce qui se passe avec le fichier lui-même? Dès que ce processus de cryptage commence, on émet une alarme dans la console pour évidemment alerter les parties prenantes, mais aussi on lance une réponse automatisée, dans le fond, un script d'opération qui ne nécessite pas aucune intervention humaine. Ensuite de ça, on va essayer de répondre d'abord quand on aura alerté tous les gens qu'il faudra. On va avoir, puis on va vous le montrer là, comment le logiciel peut communiquer avec vous là, à travers les prochaines diapositives. On va essayer évidemment d'éteindre l'appareil, éteindre la carte réseau. S'assurer que là, dans le fond, l'utilisateur ne peut pas se reconnecter. On peut supprimer son AD, son Active Directory, parce qu'évidemment, il pourrait peut-être utiliser d'autres appareils. Et selon l'emplacement ou la connexion, le VPN peut être abandonné, les droits de partage SMB peuvent être aussi révoqués. Toutes ces routes là, vont être déconnectées. Là. La connexion des utilisateurs au réseau arrêterait évidemment la propagation du cryptage. Ensuite, on passe à rétablir parce qu'on recherche une sorte de cryptage et non pas le ransomware lui-même. On va avoir besoin d'une petite quantité de fichiers cryptés illégalement avant de réagir. C'est que dans le fond, on fait comme une amputation. C'est des images que je donne des fois. Alors, on va voir qu'il y a une dizaine, une trentaine de fichiers qui vont comme être perdus sur l'appareil de l'usager juste avant. C'est sûr que ransomware va détecter ça. Et puis, lorsqu'il va voir là, ces fichiers-là qui ont été consultés cryptés, du point de vue de la récupération, bien, de toute façon, on va le savoir c'est lesquels. On va pouvoir identifier c'est quel fichier qu'il faudra récupérer à 100%. Alors, on a comme une liste là, qui va être produite par le logiciel pour vous dire voici le patient 0, voici les fichiers que vous devrez restaurer. Et on a aussi la possibilité d'exporter en format CSV pour les lier à des outils de sauvegarde là, comme Veeam, Datto, TCS. Évidemment, à la fin, on parle de signaler ici. On parle une fois que l'incident, bon, évidemment, est passé. Ransomware va fournir automatiquement là, des rapports. Évidemment, la solution Ransomware, c'est une solution, évidemment, là, qui répond aux normes européennes, entre autres, de signalement lorsqu'il y a un problème, là, RGPD. Exactement. Alors, le rapport est fait automatiquement dans le logiciel. Il y a une liste complète de tous les fichiers qui ont été affectés, le propriétaire, l'emplacement, l'horodatage, quand l'attaque a commencé, quand ransomware l'a arrêté. Puis ça va ensuite être fourni là, dans le fond, pour s'assurer que la prochaine fois, quel genre d'attaque, qu'il faudra peut-être monitorer, etc. Alors, pour vous donner là, un aperçu au niveau là, de l'architecture Ransomware et comment ça fonctionne, c'est que Ransomware, c'est un outil sans agent. Ça veut dire qu'il n'y a rien à installer sur les PC des usagers, là, sur les endpoints. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, évidemment, sur l'infrastructure de partage de fichiers, sur la plateforme de stockage de SAN. On n'a pas besoin d'accéder en écriture à quoi que ce soit dans l'environnement. Alors, tout de suite, on peut voir que c'est assez rapide là, pour s'installer, puis c'est non intrusif pour votre environnement incident. Dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est un serveur virtuel léger, assez simple, là, VMware ou Hyper-V, sur lequel on va installer Ransomware. Puis une fois qu'on aura configuré ce serveur-là, on va dans le fond le pointer vers les partages de fichiers que vous voulez qu'on surveille, que Ransomware a accès, évidemment, en lecture seulement, encore une fois. Les partages de fichiers peuvent être sur site ou dans le cloud, ça n'a pas d'importance.
Ce que ça signifie, c'est qu'il y a, dans le fond, il n'y a pas de dégradation des performances sur vos usagers, votre serveur ou même votre SAN. Ransomcare il est pas mal unique dans la manière dont il surveille vos données. On n'analyse pas votre environnement de manière récursive. Ransomcare surveille déjà le trafic qui se promène sur le réseau. Et Ransomware, dans le fond, reçoit des notifications là, basées sur ces événements de fichiers là, dans MSTech, protocole SMB ou CIF. Ça signifie, dans le fond, qu'il n'y a aucune dégradation, comme on disait, de vos performances de votre réseau. Et du point de vue du cloud, ben, on a également ce qu'il faut. Peut-être qu'un utilisateur, évidemment, peut être connecté sur le réseau privé, mais à la maison ou sur un réseau public dans un café. Il va accéder, évidemment, aux données de l'entreprise. Ça pourrait être via OneDrive, Office 365, par exemple. À l'aide de connecteurs cloud de Ransomcare, on peut intercepter le trafic entre l'utilisateur et les plateformes cloud, ce qui signifie que si une attaque a lieu sur un utilisateur, on pourrait chercher à mettre en place là, les étapes pertinentes là, pour isoler l'utilisateur, comme je disais tantôt, en désactivant de AD, d'Active Directory ou Azure Active Directory. En même temps, on pourrait révoquer aussi son jeton, faire supprimer son droit de partage SMB. Dans le fond aussi, c'est la même chose si un utilisateur se reconnecte aussi au réseau d'entreprise avec un VPN. On peut interrompre la connexion VPN et désactiver, évidemment. L'appareil de l'utilisateur peut continuer à être encrypté, ça, on en a parlé. Il va peut-être faire face à des temps d'arrêt. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le cryptage ne pourra pas se propager dans le reste de l'environnement. Les criminels ils sont pas intéressés, dans le fond, par les usagers finaux. Ils sont plus intéressés par les milliers, les centaines de fichiers que vous avez sur votre serveur et, dans le fond, payer pour ça. Ils veulent avoir une rançon pour ça. C'est ce qu'ils cherchent, dans le fond, vos données critiques. Cette diapositive-là, tantôt, n'a pas marché. J'ai essayé de voir. Ah, voilà. Alors, cette diapositive montre les capacités d'alerte et d'intégration de Ransomcare. Peu importe où vous êtes, où que vous soyez, chez vous le week-end, en vacances, ben, vous allez savoir ce qui se passe et vous serez alerté là, en cas d'activité malveillante. Il y a un API là, bidirectionnel qui permet évidemment l'intégration dans des outils d'alerte et SOC aussi. Là. Et a également la capacité d'être intégré dans les solutions CIEM, PINAC. Alors, vous verrez là, un peu, là, vous voyez ici là, les différentes API qu'on a créées. Évidemment, excusez-moi. Évidemment, il y en a qui se rajoutent tout le temps. Et c'est sûr que si elle n'est pas encore là, elle sera très bientôt. Et maintenant, évidemment, là, je vous l'ai expliqué avec une présentation, avec un petit bug dans l'écran qui se promène, mais je pense que la vraie présentation, c'est mon collègue Tom qui va vous faire une démonstration live de ce que fait Ransomcare par rapport à un ransomware qui vient d'attaquer différents postes de travail. Alors, Tom, tu es bien là? Oui, je suis là. Parfait. Alors, je vais te donner le contrôle de l'écran. Oui. Where is it? Je vais te le donner maintenant. Et voilà. Merci. Alors, c'est à toi, Tom. Merci beaucoup, Olivier. Je vais partager mon écran. Voilà, ça doit être visible sur l'écran. Non, ouais, merci. Oui, je vois ton écran. OK. Moi, je suis un des ingénieurs de vente chez Bullwall, basé en Angleterre. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui un petit démo d'une installation Ransomcare. Ici, on peut voir la console admin de RC et j'ai aussi une machine de test ici. Je vais montrer quelque chose dans le dashboard, dans le tableau de bord et la console admin. Et après, dans la deuxième partie du démo, je vais switcher vers mon labo, on peut voir ici, avec quelques laptops et un grand écran avec RC, le dashboard, qui montre les activités des ransomware en temps réel. Alors, Tom, ce que tu es en train de me dire, ce que je vois là présentement, c'est live. Tu es derrière cet écran qu'on voit présentement ou tu es devant cet écran?
Oui, c'est tout live. Oui. OK, parfait. Je peux bouger le caméra, donc. Il n'y a pas de problème. Ah, Oui, voilà, voilà. Alors, on voit que c'est live. j'ai une télécommande et voilà. Parfait. Alors, tu vas nous faire une attaque live. Parfait. Ouais. Voilà. OK, donc tout d'abord la console, si je peux le trouver, voilà. Le premier écran qu'on voit ici, c'est le tableau de bord. Là, on voit l'activité en réel, ce qui arrive dans le réseau. Et ici, on a simplement un trafic, une simulation de trafic qui va écrire quelques fichiers alors qu'on peut voir bien l'activité sur le réseau. Sinon, s'il n'y a pas d'activité, évidemment, on ne voit rien ici. Je peux, par exemple, créer un fichier ici et je vais créer un folder, test. Si je crée un fichier malware et je cherche ici, on peut voir le fichier que je viens de créer. Donc, toute activité sur le réseau est visible ici. La façon que ça fonctionne, c'est avec des notifications SMB. Donc, on se connecte vers un serveur fichier. Le serveur fichier va envoyer toutes les notifications, tous les changements qui passent dans ce partage. Il s'agit du fichier qui sont créés, modifiés, renommés ou effacés. Donc, tout ce trafic arrive ici. Et ça a deux avantages. Tout d'abord, il est plus vite, plus rapide, parce qu'on ne doit pas récursivement scanner tous les folders. On voit immédiatement quels changements sont faits dans le réseau. Et le deuxième avantage, c'est que c'est très léger, donc il n'y a pas beaucoup de prérequis pour le serveur RC, Ransomware, à cause de ça. Donc, il ne faut pas scanner les folders. Donc, ça veut dire qu'on peut installer RC sur un serveur très léger. Et normalement, l'installation aussi est très facile et se fait très vite. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Dans les zones de surveillance, on peut voir les partages que j'ai créés. On voit clairement qu'il y a parfois des partages qui ne sont pas disponibles et on peut voir ça ici. Et on peut recevoir des notifications email sur les partages qui ne sont pas disponibles. Donc, voilà, ce sont tous les partages qu'on regarde aujourd'hui, mais il y a aussi le SharePoint que j'ai configuré ici, le Google Drive, et pour le partage aussi de DFS, alors qu'on peut automatiquement scanner pour des nouveaux partages qui sont configurés en DFS. Pour la première partie du test, j'utilise le partage UNC, comme on peut voir ici. J'ai déjà montré le fichier. Dans le menu détecté, on a aussi un checklist. Et le checklist contient tout d'abord une liste de mauvaises extensions, artefacts et file header. Et ce sont tous des pièces d'information qu'on a vues dans des ransomware dans le monde qui existent aujourd'hui. Et ça aide un de nos capteurs de détection à identifier les ransomware qui sont déjà là. Cette liste est mise à jour tous les jours, tous les 15 minutes en fait, mais en moyenne, on fait 5, 6, 7 updates dans cette liste chaque jour. Donc, il y a tous les jours, on voit des nouveaux ransomware. Il y a aussi des variants. Tout le temps, les attaqueurs, les criminels, ils adaptent tout le temps et donc le battre contre le rançongiciel est très difficile. Donc, il faut tout le temps mettre à jour
cette liste. Mais donc ça, comme avantage, que les updates arrivent sur le serveur immédiatement parce qu'on n'a pas d'agent installé sur les postes clients. On regarde directement au partage dans le storage et ces mises à jour sont actives immédiatement. Plus important, par contre, c'est qu'on ne regarde pas les ransomware existants. On regarde aussi au comportement des process, le comportement des utilisateurs et le comportement du trafic sur le réseau, alors qu'on peut détecter les rançongiciels nouveaux qui ne sont pas encore dans cette liste. Et donc, pour ça, on a 28 capteurs de détection qu'on peut voir ici. Donc, il y a 3 types de capteurs, directs, accumulatifs et scriptés. Et ils font tous, ils fonctionnent tous différemment, mais ils vont tous augmenter un niveau d'alerte qu'on peut voir ici en bas s'il y a d'activités qui activent un des capteurs de détection. Par exemple, dans le capteur direct, on a évidemment les heuristiques, donc les file headers des fichiers qui sont connus. Mais on a aussi d'autres capteurs de détection qui regardent le comportement des utilisateurs, des process basés sur une process de machine learning. Donc, si on regarde dans le service, il y a une service machine learning qui va regarder le trafic dans le réseau tout le temps et qui va construire une base, une liste, de checklist, mais aussi d'autres infos sur lesquelles on peut se baser pour identifier ce trafic illégitime, comme le ransomware. Tom, dans le fond, on ne regarde pas le contenu du fichier. On regarde plus les comportements, les va-et-vient de ces fichiers-là, s'il y a une encryption ou pas, mais on ne regarde pas le contenu du fichier. C'est bien cela? Pour la plupart, oui, mais il y a 4 des 24, du 28 capteurs de détection. Il y en a 4 qui peuvent regarder dans le contenu des fichiers. OK. Et les exemples sont donc les file headers. Donc, il faut lire les 4 premiers bytes du file pour les comparer avec les file headers connus. Il y a aussi la détection d'intégrité. Donc, il se trouve ici. Donc, intégrité des fichiers. Donc, les fichiers Word, Doc, PDF, des images, etc. Donc, on sait comment les fichiers sont construits. Et donc, un des senseurs de détection va identifier si le fichier est encore dans le bon format. Si le rançongiciel va encrypter ce fichier, il va évidemment lui passer ce test d'intégrité. OK. Merci, parfait. Ben, on est prêt, je pense, pour notre premier test. Oui, donc ici, j'ai l'outil CryptAttack qui va pointer vers un folder. Donc, on a le drive M ici. Je montre le dashboard ici. Et je vais juste activer le kill switch. Oui, il a bien activé pour tous les partages. Et on peut tester avec le Loki, par exemple. Donc, on a toute une sélection de rançongiciels. Je dois encore confirmer que je veux bien encrypter les fichiers.
je n'avais pas encore généré les fichiers. Pas de problème. Donc, voilà, ici, on peut voir les fichiers. Par exemple, il y a un PDF qu'on peut bien ouvrir. Alors ça, c'est comme des documents qu'on aurait sur notre poste présentement. Oui, oui, c'est juste un document avec une image Parfait. et un texte. Ouais. Et quand je lance l'attaque, voilà, il va encrypter ces fichiers. Tu peux voir le contenu, les extensions ont changé. L'état d'alerte est à 100% et donc la machine est en train de se... Est-ce que c'est ce qu'on voit sur ton tableau de travail présentement? Est-ce qu'il y a tes ordinateurs qui sont en train d'être fermés ou celui-là, il était seulement virtuel? Cette machine est une machine virtuelle. Les autres laptops sont des machines physiques, mais donc on peut voir bientôt que la machine est évidemment shutdown. Aussi, le compte utilisateur à ce moment est désactivé. Si je fais un refresh d'ici, je ne sais pas si c'est très visible, mais si je fais un refresh, on a Job Logs ici qui est maintenant désactivé. OK. Maintenant, je vais switcher vers l'autre écran. Et je vais marcher là-bas. Donc, ici, j'ai une machine avec Defender, McAfee et le troisième avec SentinelOne. Je vais tout d'abord montrer la machine avec McAfee. J'ai de nouveau l'outil CryptAttack. Et cette fois-ci, on s'est connecté à une autre file share, HR. C'est en fait le même démo que la première machine. Donc, j'ai déjà généré des fichiers. Je vais essayer le WannaCry, par exemple. Tout le monde connaît. Et voilà, je dois vite switcher parce qu'on voit que la machine est déjà à 100%. Et donc, il est en train de faire un shutdown de la machine. Voilà. La machine à gauche, il a Windows Defender. Cette fois-ci, on va montrer OneDrive. Donc, on supporte OneDrive, SharePoint. Et l'outil est pointé vers mon folder OneDrive. J'ai généré des fichiers. Counting. Et cette fois-ci, j'utilise le Babbook Locker. En fait, le Babbook Locker est un qui est plus récent. Il était sorti l'année passée, au début de l'année passée. Donc, il n'est pas reconnu par la plupart des endpoint security. Et on voit sur la machine que les fichiers sont encore en local. Ils ne sont pas encore synchronisés avec SharePoint. Une fois qu'ils sont synchronisés, c'est à ce moment qu'on va voir l'activité sur le serveur RC. Donc, ils sont maintenant synchronisés. Les 10 à 15 secondes, on va se connecter à SharePoint pour voir les changements dans les Teams, dans les OneDrive, etc. Donc, bientôt, on verra tous ces changements ici. Et c'est le même principe pour Google Drive. Donc, on se connecte au cloud tous les 10, 15, 20 secondes. C'est configurable. Une fois que l'activité vient là, on va augmenter l'alerte, l'état de l'alerte et de nouveau faire un shutdown de cette machine. Voilà. Ça se fait maintenant.
et donc la machine. Donc, c'est le délai entre, dans le fond, la synchronisation des fichiers du poste vers le cloud, évidemment. Puis là, c'est pour ça qu'on a eu un petit temps d'attente entre les deux. Oui, donc j'avais encrypté les fichiers avec l'outil. Il faut attendre jusqu'au OneDrive, va synchroniser ces fichiers avec le cloud, et c'est à ce moment qu'on reçoit les notifications de SharePoint dans le serveur RC, et on peut analyser le trafic de la même façon qu'on le fait pour le partage normal, et on peut voir que c'était un ransomware, donc le Bubble Cloaker dans ce cas-là, qui est activé. La dernière machine, c'est un Sentinel-1, et ici, je n'ai pas d'outil à tourner. Je vais simplement utiliser un câble USB. Et on dirait quel est le risque d'un câble USB. C'est juste un câble USB-C. On peut le donner gratuit à un événement. Il est très facile de donner un câble USB à une entreprise, à des employés, et ils vont le prendre et ils vont l'utiliser. Je vais switcher vers le laptop et je mets le câble USB là-dedans. Et donc, tu peux voir, oh, c'est le mauvais, c'est celui-là. Oh, il était en train de faire un shutdown déjà. Donc, directement, lorsque tu as branché le câble, RansomCare a détecté les copies de fichiers et a oui, donc en fait, dans ce câble, il y a un petit chip, et le chip va se représenter comme comment on s'appelle un Human Interface Device, un clavier. Et donc, une fois qu'il est inséré dans le port USB, il va envoyer des touches clavier vers la machine, alors qu'on peut exécuter des commandes avec. Donc, on peut simplement le configurer avec Bluetooth. Il y a un Bluetooth dedans, donc avec une app sur mon téléphone, et tu peux exécuter n'importe quelle commande avec ce câble. OK. Ça marche même en live, donc on peut, par exemple, on est dans un hôtel, on demande, oh, est-ce que tu peux imprimer ce fichier pour moi, s'il vous plaît, et tu donnes un câble avec ton petit drive USB. Personne ne va penser que c'est un câble avec des ransomware là-dedans. Donc, voilà. Il est si facile d'exécuter des commandes et des outils dans un environnement où tu n'as pas accès normalement. Donc, voilà. Bien. Mais, donc, dans ce cas, on a arrêté l'attaque, on a fait un shutdown des machines, et voilà. Bon, bien, merci beaucoup, Tom, pour la démo. Je vais reprendre le contrôle. Si tu peux me redonner le contrôle de la présentation pour la dernière partie. Merci. Un petit instant, ce sera pas long. Je vais essayer de retrouver mon bouton pour présentation. C'est encore toi, Tom, qui a le contrôle. Ah, voilà. Et voilà. Tout est bon. Est-ce que, Tom, tu vois mon écran maintenant? Oui, je le vois. Parfait. Donc, alors, encore une fois, merci, Tom, pour la démo. Et évidemment, pour ceux qui sont encore sur la ligne, on va essayer d'accélérer un peu la dernière partie. Dans le fond, il y a plusieurs facteurs, là, évidemment, à prendre en considération que les frais de la rançon elle-même, si vous êtes touché par une attaque, et c'est ce qu'on appelle le coût de temps d'arrêt. Comme vous voyez dans un exemple ici à l'écran, si j'ai 2500 utilisateurs et que 80% des utilisateurs ont été touchés par le ransomware et que 60% de ces utilisateurs ont besoin de la technologie pour faire leur travail journalier,
à 50 $ l'heure et un downtime de peut-être en moyenne, selon Coveware, 21 jours, bien évidemment, le chiffre astronomique que vous voyez là, c'est de l'intangible, mais c'est 12 millions de pertes de productivité dans cet exemple. Donc, ça montre que la principale implication en termes de coût là, pour une organisation, c'est pas les frais de rançon comme tels, mais aussi les frais indirects payés pour les spécialistes externes pour aider, dans le fond, à la récupération, les autres coûts associés, comme la perte de revenus, les dommages à la réputation, les frais juridiques, etc. Dans le fond, ce qu'on vous recommande, c'est que nous, bon, évidemment, on a le logiciel RansomCare et on a des tests d'évaluation gratuits. On peut vous prouver un peu le concept de RansomCare en une petite session de 2 heures là, avec environ une trentaine de minutes de travail de préévaluation pour les organismes. Là. Dans le fond, c'est juste de faire démarrer une machine virtuelle légère. Et puis, à partir de là, on peut exécuter, là, comme vous avez vu, là, 4 attaques de ransomware simulées dans l'environnement à l'aide de l'application ransomware. Puis, comme vous l'avez vu, là. Et puis, évidemment, c'est fait de manière sûre et contrôlée, là, avec un partage test, on va dire un site de partage test, puis un client test. Puis, on fait des simulations, dans le fond, juste en mode surveillance. Et puis, après ça, on peut le faire aussi avec si vos défenses étaient pénétrées, puis que le rançon logiciel, là, dans le fond, cryptait là, les données dans l'environnement. Alors, c'est des simulations qu'on peut faire là, dedans. Et puis, une fois qu'on a terminé les 4 premières attaques simulées, on peut ensuite, là, comme je disais, là, faire l'isolation et de faire, dans le fond, le compartimentage. Je veux dire, c'est pas vraiment un mot pour isoler la chose et vous donner une évaluation de un peu là, de votre sécurité puis votre assessment là, en place. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut vous offrir avec RansomCare. Et voilà, je sais qu'on est déjà rendu à 5 minutes avant l'heure. On a dépassé notre temps, je suis désolé. Je ne sais pas si, Benoît, tu avais reçu des questions dans le chat que peut-être Tom ou moi pourrions peut-être essayer de répondre. Il n'y a pas de questions présentement. Parfait. Peut-être on peut donner un petit peu de temps à des gens qui voudraient peut-être se manifester. Alors, pour vous dire, souvent, on a des questions comme par exemple, est-ce que le logiciel est en français? Oui, il est en français. Lorsqu'il fait l'installation, le support, on parle ici évidemment du logiciel est installé dans votre VM. Des grosses chances que ce soit Tom ici présent qui est la personne de la francophonie qui va pouvoir faire le support. Et puis, évidemment, on a toute l'équipe de Rico qui est là au niveau technique. Donc, c'était peut-être une de vos questions. Je ne sais pas si tu as eu d'autres questions à l'instant, Benoît? Non, on n'a pas d'autres questions. Non, mais je pense qu'on peut clore le webinaire, Olivier, ça va? Oui, ça me va. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, là, s'il y a des gens sur la ligne, il faudrait avoir plus de détails. N'hésitez pas à contacter votre représentant, Rico, et puis on aura peut-être la chance de se reparler encore une fois, avec Tom aussi. Merci. Oui. Et merci à tous de votre présence. Un de nos représentants vous contactera dans les prochains jours afin de vous informer des prochaines étapes si vous le désirez. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.